Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vision Her, le podcast qui déconstruit les inégalités de genre avec bienveillance, sans jugement, pour bâtir ensemble un monde plus juste. Aujourd'hui, je vais continuer notre série Femmes d'exception, cette série dédiée aux femmes qui ont marqué l'histoire souvent dans l'ombre. Des femmes brillantes, des parcours extraordinaires, longtemps invisibilisés. Non pas parce qu'ils étaient rares, mais parce que l'histoire a choisi de ne pas les regarder. Après Ada Lovelace, qui a imaginé l'intelligence artificielle un siècle avant son invention, et Nellie Bly, qui a réinventé le journalisme d'investigation à une époque où les femmes n'étaient pas censées écrire autre chose que des chroniques mondaines, je veux aujourd'hui vous emmener dans un laboratoire londonien des années 1950. Dans ce laboratoire, une femme prend la photographie la plus importante du XXe siècle. Une image qui va révéler le secret même de la vie. Une image qui va changer la biologie, la médecine, la génétique et tout ce que l'humanité comprend d'elle-même. Et cette image va lui être volée, sans son consentement, sans sa connaissance, par des hommes qui recevront pour cela le prix Nobel. Son nom, Rosalind Franklin. 25 juillet 1920, Londres, quartier de Notting Hill. Rosalind Elsie Franklin naît dans une famille juive anglaise aisée, cultivée et engagée. Son père est banquier mais enseigne le soir au Working Men's College, un établissement d'enseignement populaire pour adultes. Sa mère est active dans les œuvres sociales. Les Franklin sont une famille qui croit en l'éducation. Dès l'enfance, Rosalind se distingue. Elle est précise, méthodique, curieuse, d'une intelligence qui impressionne ses enseignants. À 11 ans, elle intègre la St. Paul's Girls' School, l'un des très rares établissements de Londres à enseigner réellement la physique et la chimie aux jeunes filles. Là, elle excelle dans ces matières, mais aussi en latin et en français, qu'elle apprendra à parler couramment. À 15 ans, Rosalind sait déjà ce qu'elle veut faire de sa vie, être scientifique. C'est là que les choses se compliquent. Son père, pourtant homme cultivé et ouvert, tente activement de la décourager. Devenir scientifique, pour une femme, dans l'Angleterre des années 1930, c'est une voie trop ardue, trop hostile. Il lui suggère de se consacrer aux œuvres sociales, comme sa mère. D'être utile autrement. Rosalind résiste. Elle ne cède pas. Et en 1938, à 18 ans, elle entre au Newnham College de Cambridge pour étudier la chimie naturelle. Il faut comprendre ce que cela représente. Cambridge, en 1938, n'accorde pas encore de diplôme aux femmes. Rosalind Franklin va étudier dans l'une des meilleures universités du monde, passer tous les examens, obtenir tous les résultats, sans recevoir officiellement le titre que ses pairs masculins obtiennent automatiquement. Cambridge n'accordera les diplômes aux femmes qu'en 1948. Elle en sortira pourtant l'une des meilleures de sa promotion. 1941. La Seconde Guerre mondiale bat son plein. Rosalind commence d'abord à travailler dans le laboratoire de Ronald Norrish à Cambridge. Mais l'expérience est difficile. Norrish est un directeur autoritaire, peu enclin à reconnaître le talent de ses étudiantes. Elle quitte donc ce laboratoire en 1942 pour rejoindre la British Coal Utilisation Research Association, où elle va passer plusieurs années à étudier la structure microscopique du charbon. Ce n'est pas le sujet le plus glamour de l'histoire des sciences, mais c'est là que Rosalind forge son expertise, la compréhension intime des matières solides, de leur structure interne, de la façon dont les molécules s'organisent dans l'espace. Sa thèse de doctorat, soutenue à Cambridge en 1945, porte sur la porosité des structures de carbone. Elle y démontre une maîtrise technique rare. Ses travaux sur le charbon, qui permettent notamment de distinguer les charbons qui deviendront du graphite de ceux qui ne le deviendront pas, sont encore aujourd'hui considérés comme une référence dans leur domaine. En 1947, à 27 ans, Rosalind obtient un poste de chercheuse au CNRS français,
au laboratoire central des services chimiques de l'État à Paris. C'est là que sa vie bascule scientifiquement. Elle y découvre la cristallographie par diffraction des rayons X, une technique qui consiste à bombarder un matériau de rayons X et à analyser la façon dont ces rayons se diffractent pour en déduire la structure moléculaire. Et elle excelle dans cet art exigeant, au point d'en devenir l'une des meilleures spécialistes au monde. Paris est aussi une révélation personnelle. Elle y trouve des collègues qui la respectent, une ambiance de travail collaborative, une ville où elle se sent libre. Elle dira plus tard que ces années parisiennes ont été parmi les plus heureuses de sa vie. Ses collègues français la décriront comme brillante, rigoureuse, chaleureuse, passionnée. Ce portrait tranche violemment avec celui que James Watson brossera d'elle des années plus tard. En 1951, Rosalind rentre à Londres. Elle rejoint le King's College, affectée au département de biophysique, pour travailler sur la structure de l'ADN par cristallographie aux rayons X. C'est un projet passionnant. L'ADN est alors l'un des plus grands mystères de la biologie. Personne ne sait encore quelle forme exacte il prend. Mais, dès son arrivée, un malentendu fondamental s'installe. Maurice Wilkins, physicien déjà établi dans le laboratoire, croit qu'elle est là pour l'assister, pour être son assistante de recherche. Or, Rosalind a été recrutée pour mener ses propres recherches en toute indépendance. Ce malentendu ne sera jamais résolu. Il empoisonnera leur relation pendant tout le temps qu'elle passera au King's College. Wilkins ne la considérera jamais comme une égale. Il ne la comprendra pas ou ne voudra pas comprendre qu'elle est là comme chercheuse à part entière, pas comme support à son travail à lui. À cela s'ajoute le contexte général du King's College. En 1951, les femmes y sont des êtres de seconde zone. Elles ne peuvent pas déjeuner à la même table que leurs collègues masculins dans la salle commune. Elles sont cantonnées à une salle séparée. Le message est donc clair. Vous êtes ici par tolérance, pas par droit. Malgré ces conditions hostiles, Rosalind travaille avec une rigueur et une précision qui n'appartient qu'à elle. Elle améliore considérablement l'équipement de diffraction aux rayons X du laboratoire. Elle met au point une technique permettant d'obtenir des clichés d'une netteté inégalée. Et en mai 1952, avec son doctorant Raymond Gosling, elle prend une série de photographies d'une fibre d'ADN. L'exposition dure près de 100 heures. L'image obtenue, enregistrée sous le numéro 51, montre une forme en X caractéristique. C'est la première preuve photographique directe que l'ADN a une structure en double hélice. Rosalind le sait, elle le comprend immédiatement, mais elle est méthodique, prudente. Elle préfère compléter ses analyses, affiner ses mesures, s'assurer de ce qu'elle avance avant de publier. Elle ne publie pas encore. Pendant ce temps, à Cambridge, James Watson et Francis Crick travaillent sur la même question, sans données expérimentales suffisantes pour avancer vraiment. En janvier 1953, Watson se rend au King's College. Rosalind range le cliché 51 dans un tiroir. Mais quelques semaines plus tard, Maurice Wilkins montre la photographie à Watson, sans en avoir parlé à Rosalind, sans lui demander son autorisation, sans même l'informer. La réaction de Watson à la vue du cliché 51 est rapportée dans son propre livre, La double hélice, publié en 1968. Dès que j'ai vu la photo, je suis restée bouche bée et mon pouls s'est mis à s'accélérer. Il avait compris immédiatement. Là, devant lui, était la réponse. Mais ce n'est pas tout. Le directeur de thèse de Crick, le biologiste moléculaire Max Perutz, partage également avec Watson et Crick un rapport d'évaluation contenant les données non publiées de Rosalind. Des mesures précises, des paramètres cristallographiques que Rosalind avait soumis à la Medical Research Council. Ces données non publiées, partagées sans son consentement ni sa connaissance, fourniront à Watson et Crick les paramètres exacts dont ils ont besoin pour construire leur modèle. Watson l'admettra lui-même plus tard, dans ce même livre. Rosie, bien sûr, ne nous a pas directement donné ces données. D'ailleurs, personne à King's ne s'est rendu compte qu'elles étaient entre nos mains. En avril 1953, Watson et Crick publient dans Nature
leur modèle de la structure en double hélice de l'ADN, la découverte qui va révolutionner la biologie. Wilkins publie dans le même numéro. Franklin et Gosling également. Leurs données cristallographiques présentées comme une confirmation indépendante alors qu'elles sont en réalité le fondement. Dans l'article de Watson et Crick, une seule phrase fait allusion aux travaux du King's College. Ils indiquent avoir été stimulés par une connaissance générale des résultats expérimentaux de Franklin et Wilkins. Ils affirment ne pas avoir eu connaissance des détails de leurs résultats. C'est inexact et Watson le sait. Rosalind, elle, ne sait pas encore que la photo 51 a été montrée à Watson. Elle apprend seulement, au moment de la publication, que Watson et Crick vont publier un modèle de l'ADN. Elle exige que ses propres données soient publiées dans le même numéro de Nature, ce qui est accordé. Mais la présentation retenue suggère que leurs articles sont complémentaires et indépendants, alors que les siens ont rendu possible celui de Watson et Crick. En mars 1953, Rosalind quitte le King's College, non pas à cause du scandale de la photo 51 qu'elle ne connaît pas encore, mais à cause des conditions de travail insupportables et de sa relation impossible avec Wilkins. Elle rejoint le Birkbeck College sur l'invitation du physicien John Desmond Bernal, qui la décrit comme une brillante expérimentatrice. Et c'est là que sa vie professionnelle s'épanouit enfin, comme elle aurait dû le faire depuis le début. À Birkbeck, elle dirige sa propre équipe de recherche. Elle est reconnue, respectée, écoutée. Elle reçoit la plus importante subvention que l'université ait jamais accordée à cette époque. 10 000 livres pour 3 ans. Elle se tourne vers un nouveau champ, la structure des virus. En 5 ans, elle publie 17 articles scientifiques sur la structure des virus. Elle démontre la structure hélicoïdale du virus de la mosaïque du tabac, montrant comment l'ARN est protégé à l'intérieur d'une coque protéique hélicoïdale. Elle pose les bases de ce qu'on appellera la virologie structurelle. L'un de ses collaborateurs, le jeune Aaron Klug, construira toute sa carrière sur des travaux initiés avec elle. En 1982, il recevra le prix Nobel de chimie pour des recherches qui plongent directement leurs racines dans celles de Rosalind. À l'automne 1956, Rosalind apprend qu'elle a un cancer des ovaires. Elle a 36 ans. Le lien entre ce cancer et ses années d'exposition intense aux rayons X n'a jamais été formellement établi. Mais les histoires des sciences l'évoquent régulièrement. Marie Curie avait elle aussi payé de sa vie son dévouement à la science des radiations. Rosalind continue à travailler. Pendant 2 ans, malgré 3 opérations et des traitements épuisants, elle publie des articles, dirige son équipe, participe à des conférences internationales aux États-Unis. Elle supervise la construction d'un modèle tridimensionnel du virus de la mosaïque du tabac, exposé à Bruxelles lors de l'Expo 58. Ce modèle est inauguré le 17 avril 1958. Rosalind est morte la veille. Elle avait 37 ans et elle n'a jamais su que la photo 51 avait été montrée à Watson sans sa permission. En octobre 1962, James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins reçoivent le prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte de la structure de l'ADN. Dans les discours de réception, Rosalind Franklin n'est mentionnée que par Wilkins, brièvement pour sa précieuse contribution aux analyses aux rayons X. Watson et Crick ne prononcent pas son nom. Le Nobel ne peut pas être décerné à titre posthume. Rosalind ne peut donc plus le recevoir. Mais la question se pose, si elle avait été vivante en 1962, aurait-elle été nommée ? La règle du Nobel limitant le prix à 3 lauréats pose également problème. Franklin était la 4e personne clé dans cette histoire. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que des chercheurs qui ont analysé les carnets de laboratoire de Rosalind ont établi qu'elle était, au début de 1953, très proche de publier elle-même la solution, potentiellement avant Watson et Crick. En 1968, Watson publie la double hélice. Il dépeint Rosalind Franklin, qu'il appelle Rosie, un surnom qu'on n'utilisait jamais en face,
comme une femme austère, peu coopérative, au caractère acariâtre. Il critique son apparence, ses vêtements, son manque de féminité. Il suggère quel était le problème, pas lui. Dans le magazine Science, en 2018, l'historienne Beryl Leaf Benderly cite Watson. Clairement, Rosie devait partir ou être remise à sa place. La famille de Franklin, Francis Crick, Ira Klug et Linus Pauling s'élève publiquement contre ce portrait, le qualifiant de mensonger. L'éditeur original avait exigé qu'une note soit ajoutée pour nuancer les déclarations de Watson. En 2003, lors d'une interview, Watson finit par reconnaître que Rosalind Franklin aurait également mérité le prix Nobel. Il reviendra plus tard sur cette position. Pendant des décennies après sa mort, Rosalind Franklin reste dans l'ombre. Son nom n'apparaît pas dans les manuels de biologie. Ses contributions sont mentionnées en notes de bas de page quand elles sont mentionnées. Ce n'est que progressivement, à partir des années 1990 et surtout des années 2000, que la vérité commence à s'imposer. Les historiens des sciences, notamment Anne Serre, autrice d'une biographie de Franklin publiée en 1975, et Brenda Maddox, autrice de Rosalind Franklin, la femme de l'ADN en 2002, documentent minutieusement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, son héritage est immense et en constante expansion. Le Rosalind Franklin Institute à Harwell, en Angleterre, est l'un des centres de recherche biologique les plus avancés du pays. La Rosalind Franklin University of Medicine and Science aux États-Unis porte son nom. Des bâtiments universitaires à travers le monde lui sont dédiés. Et surtout, le rover martien de l'Agence spatiale européenne, lancé pour explorer la surface de Mars, a été baptisé Rosalind Franklin. Sa photo, la cristallographe au rayon X, scrute désormais une autre planète. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire de Rosalind Franklin aujourd'hui ? Parce que son histoire porte les 3 grandes injustices que notre série Femmes d'exception cherche à mettre en lumière, et elle les porte toutes simultanément, avec une violence rare. Le vol d'abord. Sa contribution la plus décisive lui a été arrachée sans son consentement, dans son dos, par des hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et qui ont récolté pour cela les plus hautes récompenses de la science mondiale. L'effacement ensuite. Même après la publication, même après le Nobel, son nom a disparu. Pire, quand Watson a finalement parlé d'elle, c'est pour brosser le portrait d'une femme difficile, ingrate, peu féminine, comme si la vraie transgression de Rosalind avait été d'être une scientifique compétente dans un espace qu'on voulait réserver aux hommes. Et la persévérance enfin, parce que malgré les obstacles, un père qui voulait la décourager, Cambridge qui refusait les diplômes aux femmes, un laboratoire qui refusait de la voir comme une égale, elle a continué. Elle a produit une œuvre scientifique considérable dans au moins 3 domaines différents. Elle a formé des chercheurs dont certains ont décroché le Nobel. Elle a travaillé jusqu'à ses dernières semaines malgré la maladie, parce que la science était sa vie. Rosalind Franklin n'a pas été oubliée parce qu'elle n'était pas brillante. Elle a été oubliée parce qu'elle était une femme dans un monde qui ne voulait pas la voir. Son histoire nous rappelle que la reconnaissance n'est pas seulement une question de talent. C'est une question de pouvoir, de qui a le droit de parler, de publier, de recevoir les honneurs, et de qui peut se faire voler son travail en toute impunité. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si l'histoire de Rosalind Franklin vous a touché, inspiré, mis en colère, c'est exactement l'effet qu'elle devrait produire. N'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser un commentaire et à me dire quelle femme d'exception aimeriez-vous découvrir dans un prochain épisode. Prenez soin de vous, à très bientôt, c'était Dini pour Vision Her.